Oui, il y a un des aspects d'ailleurs sur lequel Thierno lui-même était revenu. Ouais. C'est l'espèce de contradiction qui apparaît à l'issue de la sortie du vérificateur général entre celui-ci et le Premier ministre. Ouais. Parce que le Premier ministre, vous vous rappelez à propos on a l'impression qu'il devient la cible à battre. Exactement. Depuis, on sent une sorte de coalition contre lui, Dr Bernard Goumou. En tout cas, moi, je ne l'exclus pas. Maintenant, pour revenir sur les faits, c'est que vous vous rappelez du courrier dont on a parlé qui a été adressé à propos de la permutation entre les responsables des organismes publics. Alors, le Premier ministre disait que c'est à l'issue de la publication du rapport de l'IGE, le président de la transition, estimant qu'il fallait apporter des corrections, a demandé aux membres du gouvernement de réfléchir à comment améliorer la gestion. Il se trouve que le vérificateur, donc le contrôleur en chef, dit que non, lui, son rapport n'avait pas trait à la gestion actuelle. Du coup, si le contrôleur dit qu'il n'y a pas de problème, ça délégitime le travail que veut mettre en place le Premier ministre. Ouais. Mais pour moi, il faut s'interroger, et d'ailleurs, Thierno, on se demandait hier, est-ce que c'est coutumier que le vérificateur général fasse une conférence, qu'il précise le contenu de son rapport et tout ça? Ce n'est pas coutumier, donc peut-être qu'on a là un début d'explication, parce que vous savez que le courrier du Premier ministre en question n'a pas eu l'assentiment pratiquement de l'ensemble des membres du gouvernement. Ouais. Et si... Encore moins de l'administration dans sa globalité. Exactement. Ouais. Et si du coup, cette conférence de presse était une de ces manœuvres pour casser l'élan du Premier ministre, oui. Parce que si le vérificateur dit en gros que cette démarche n'a pas sa pertinence, n'a pas sa légitimité, ça affaiblit... En tout cas, ne s'adosse pas sur leur travail. Sur le travail que nous avons fait. Oui, donc, parce que nulle part, ça ne figure. Donc, à la limite, le vérificateur dit, attention, le Premier ministre doit aller invoquer quelque chose d'autre, mais pas notre rapport. Parce que notre rapport n'a rien à voir avec la gestion la permutation. Exactement. Donc, c'est à se demander si cette conférence de presse, du coup, n'est pas une de ces manœuvres pour s'opposer, pour casser l'élan que le Premier ministre veut mettre en place. Oui. Mamadi Ternan Kamisuku. Oui, c'est vrai que parfois ça suscite des interrogations avec la sortie du vérificateur général, parce que lorsqu'il dit que le rapport ne prend en compte lorsqu'il dit que le rapport ne prend en compte que la période 2019, 2020, 2021, il y a quand même des interrogations à se faire, parce que dans le même rapport, on voit clairement qu'il y a des secteurs, des éléments qui concernent la gestion de 2022. Et parce que lorsqu'on dit qu'au niveau de l'ANIES, par exemple, il n'y a pas eu... le conseil d'administration n'a pas siégé en 2022, ça c'est dans le rapport. Et alors que Agnès a effectivement fonctionné en 2022, il y a eu des décaissements. Comment une entité comme Agnès peut faire des décaissements sans que le conseil d'administration n'avalise? Et lorsqu'il dit dans le rapport également que l'ARPT ou l'AGCP n'ont pas de statut juridique, les grands projets n'ont pas de statut juridique, moi je pense que c'est un constat qui est fait en 2022 et qui pouvait être facilement corrigé. Parce que des entités de ce genre dotées de moyens fonds conséquents, moi je pense que ça fait à dessein. Ce sont des choses d'actualité. Et lorsqu'on me dit également qu'il y a énormément d'EPA aujourd'hui qui ont été créés, qui n'ont pas de conseil d'administration, mais qui continuent à fonctionner, ce sont des faits d'actualité qui n'ont rien à voir avec la gestion d'avant. Donc c'est vrai que c'est des incohérences. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui concernent 2019, 2020, 2021, mais il y a effectivement beaucoup d'éléments qui touchent la gestion de 2022 et qu'il n'a pas voulu évoquer. Peut-être que le Premier ministre s'est un peu fondé de tous ces éléments pour faire son courrier. Et toujours est-il qu'il y a nécessité aujourd'hui que ces différentes autorités se retrouvent et s'accordent sur la démarche à suivre, parce qu'on on ne sent plus une harmonie au sommet de l'État. Il n'y a plus d'harmonie administrative. Même dans le gouvernement aujourd'hui, vous vous rendez compte, lorsque vous échangez en offre avec certains, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine méfiance et entre certains ministres, il y a une certaine méfiance entre
le Premier ministre et certains hauts cadres de l'État. Donc tout cela, c'est inquiétant. Il va falloir que la synergie revienne dans la conduite de l'action gouvernementale. Il va falloir que la récréation. La solidarité gouvernementale tant réclamée, la solidarité gouvernementale revienne et que les gens se retrouvent pour conduire à bien les choses. En tout cas, il a régulièrement dit lors des différents conseils des ministres, le président de la transition, que son administration, il la trouve lourde face à certains engagements, face à certains résultats. Les membres du gouvernement ont souvent été interpellés. Est-ce que, Kerno, tous ces rapports ne concordent pas vers cela? C'est difficile de dire que quelqu'un qui a eu le courage de prendre quelques hommes et de prendre une arme, aller déloger un président, c'est difficile de dire que celui-là manque de courage. Mais c'est évident de savoir aujourd'hui que le président Mamadi Doumbouya est affaibli. Il a la main lourde, comme le dit Moïse. Je pense qu'il est même affaibli. La main lourde n'est que illustrative du fait qu'il soit affaibli. Et je commencerai comment? Je commencerai par cette sortie de El Nassouma dans une émission en langue où on lui a dit non, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un politicien. Il dit mais il n'est pas politicien. Il dit mais quelqu'un qu'on a dit ici qu'il est le meilleur politicien de l'Afrique. Comment il a réussi à aller mettre main sur lui? Même la poule ne s'est pas déplacée. C'est illustratif. C'est illustratif. Aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus... Il est en train de... Il est dans les calculs. Il est beaucoup dans les calculs, voilà. Il est beaucoup plus politique comme Alpha le faisait. Bon, quand j'enlève, il est Bangoura. Est-ce que je ne vais pas mettre un autre Bangoura? Est-ce qu'il se pose beaucoup... Ou même quand j'enlève, est-ce que ce n'est pas un potentiel adversaire? Je vous donne juste des exemples. Plusieurs fois, le président a insisté en conseil de ministre sur le fait que l'exigence faite aux sociétés minières, par exemple, de construire leur siège sur le territoire national, il revient, il le dit en conseil de ministres. Plusieurs fois, il a parlé, il a même allé jusqu'à dire à ses ministres d'arrêter d'exécuter des projets qui ne sont pas initialement budgétisés. C'est du détournement. Dans le PTA. Quand vous êtes président et que vous avez des constatations comme ça, ce qui reste clair, c'est de prendre des actions. Maintenant, poser des actes. C'est de poser des actes. Ouais. Maintenant, ce rapport, parce qu'il faut faire la chronologie quand même, le rapport est remis en juin. Ensuite, après que le rapport soit remis au président, le conseil qui a suivi, il a fait une communication là-dessus en conseil de ministres. Là encore, c'est illustratif du fait qu'aujourd'hui, il est devenu vraiment politiquement affaibli. Le président, au lieu de dire qu'on va sanctionner, le président demande à son gouvernement, il faut apporter des mesures correctives. Et il trouve même qu'il y a une amélioration entre le précédent rapport et le second. Et alors qu'on parle des milliers de milliards qui sont partis, on parle de plus de 3 000 contrats. Le président, il dit seulement apporter des corrections. Maintenant, le problème, c'est quoi? Donc, il est en train de faire du alpha sans alpha. Non, je suis d'accord. Parce que c'est pourquoi quand vous parlez du Premier ministre, là aussi, peut-être que lui aussi, il a profité de cette situation pour justifier quelque chose. Sinon, il y a deux faits. Le premier, c'est que le rapport lui-même à l'intérieur, on est d'accord que dans une certaine mesure, le rapport couvre aussi 2022, quand il y a des structures qui n'ont pas encore le truc là, mais dans la gestion, ce qui est du détournement et autres là, on sait que c'est antérieur à 2022. Comment on peut prendre ça et dire dans le premier paragraphe que le Premier ministre adresse aux ministres sectoriels en leur demandant de faire des propositions de nomination, il commence par dire... Permutations. Voilà, des permutations. Il commence par dire que le président a dit en conseil des ministres qu'il faut apporter des corrections sur ça, des corrections sur des fautes qui sont censées être commises avant que ceux-là qui sont là. Donc, ça veut dire que les directeurs actuels vont être sanctionnés pour des constatations faites sur la gestion d'autres personnes qui sont là, avant eux. Mais dans ce cas, il n'y a pas que le Premier ministre à qui il faut blâmer. Non. Le président lui-même demande d'apporter des correctifs relativement à des fautes qui ne sont pas censées avoir été. Je suis d'accord que le président peut avoir un argument aujourd'hui. Il peut aussi dire qu'il faut apporter, parce que l'État étant une continuité, on a constaté des fautes qui ont été commises par des administrations précédentes. Nous faisons de l'effort pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ça peut aller dans ce sens aussi. Le Premier ministre est en train de... Voilà, le Premier ministre saisit cette occasion-là pour parler de permutation. Je suis d'accord qu'il y a quand même, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie aujourd'hui. En principe, ça ne devrait pas être ce ping-pong où on n'a pas de lisibilité finalement. Maintenant, de l'autre côté, c'est que aujourd'hui quand même, vous avez vu que même ça, le Premier ministre, il semble prendre du recul parce que les ministres étaient censés lui donner les listes au plus tard le 30 juin. Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet.
il n'y a aucun acte qui est pris. Est-ce que le finalement... 7, nous sommes le 7. Le 5 aujourd'hui. Le 7. Le 7, pardon. Est-ce que ces permutations vont avoir lieu finalement? Est-ce que Et si les instructions du Premier ministre n'aboutissent pas, n'est-ce pas là une grande... il ne va pas être affaibli dans ce cas. Non, mais il est déjà affaibli. Vous sentez aujourd'hui, vous lisez la presse, vous lisez les réactions dans la presse, et vous sentez. Donc on a l'impression qu'il y a des ministres plus forts que le Premier. On a l'impression aujourd'hui que le Premier ministre est isolé. Parce que, en tout cas, de toutes les. Parce que finalement, de toutes les. C'est tous contre un. C'est tous contre un, j'ai l'impression. Comme on l'a vu sous Bayavogui. Voilà, c'est tous contre un, parce que sa décision, il n'a pas été habile, il n'a pas. Je ne sais pas comment il l'a fait pour aller dans ce sens. Mais ça peut aussi justifier, il a profité peut-être de cette situation parce que tout le monde a décrié quand même beaucoup de gestions qui sont là, qu'on voit. Peut-être qu'il a voulu profiter de cette situation puisqu'il ne peut pas choquer. Peut-être que lui, on dit en principe c'est le ministre qui propose ou bien le Premier ministre propose, on nomme des directeurs généraux et tout ça, mais nous savons tous ici que la même équipe qui interviewe le Premier ministre pour qu'il soit nommé, c'est la même équipe qui va interviewer le directeur. Et parfois même les directeurs, et ça aussi Mamadi Doumbouya a fait du Alpha sans Alpha Condé. Parfois, nous savons tous que le président traite directement avec les directeurs et les ministres ne peuvent que constater cette relation directe entre le président et ces directeurs-là. Je ne sais pas comment vous pouvez donc demander à ces ministres-là. Il a quelquefois les mêmes attitudes à l'égard des ministres au détriment du PM. Exactement. Donc, je ne sais pas. Bon, c'est une administration aujourd'hui désarticulée. La refondation, là aussi, c'est des problèmes. Hein? Oui. Ndoye Cheikh Sadibou. Un pas en avant, deux pas en arrière. La marque de l'égréviste. Allez-y, c'est votre temps d'antenne. C'est le fonctionnement de l'administration aujourd'hui. Quand on parle de lourdeur, comment on ne peut pas constater de lourdeur lorsque le Premier ministre lui-même qui parle? Je pense que c'est eux-mêmes qui sont à la base. Là, écrit. Allez-y. Il veut me déstabiliser, mais ça ne marchera pas. Il a écrit, il a parlé, ça revient à la même chose. Il a écrit, le message est passé, on a entendu. Nous sommes en train de parler de ça. Donc, il a parlé par voie de presse, il a parlé. Eux-mêmes, c'est eux qui sont responsables. En tout cas, ils ont le part de responsabilité de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Quand vous dites qu'il y a la lourdeur dans l'administration, c'est peut-être pour un élément pour lui, de gommer certains directeurs, remplacer, permutation et chercher des arguments. Comment est-ce qu'on ne peut pas concéder de lourdeur lorsque, sur le plan fonctionnement, des EPA, des directions qui n'ont même pas le minimum pour faire bouger les choses pour le fonctionnement de leurs directions respectives. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait de lourdeur lorsque le DG et son DGA pratiquement ne se parlent pas? Comment vous ne voulez pas qu'il y ait de lourdeur entretenu par le sommet? Oui, par le sommet. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai commencé par dire tous ils ont leur part de responsabilité. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait de lourdeur administrative lorsque le ministre lui-même qui est là a son cabinet parallèle, contrairement au cabinet qui est nommé par le président de la transition. Il a son secrétaire général sous l'ombre, il a son chef de cabinet sous l'ombre, il a son conseiller principal sous l'ombre. On sait. Il fait et parfois c'est leur épouse. Parfois c'est leur épouse. Nous le savons. Donc avec toutes ces conditions, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas combattre cette lourdeur administrative dont le Premier ministre lui-même. On ne peut pas parler de célérité administrative avec pas du tout. Toute cette art que vous venez de dégrainer. Maintenant, concernant la permutation entre DG et DGA, moi je l'avais déjà dit il y a quelques jours, ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut apporter. Et puis ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, on est en train de parler de date limite là, de deadline qui avait été donné au ministre, pas parce qu'ils n'ont pas de respect vis-à-vis du Premier ministre ou parce que le Premier ministre est affaibli. Mais moi je pense que si on veut le faire avec sérieux, ce n'est pas en un clin d'œil. Parce que ça demande quand même, ça demande un diagnostic, ça demande beaucoup de critères. Est-ce qu'il faut prendre quelqu'un qui est de l'EGP, l'amener à l'INA, il faut prendre quelqu'un qui est de l'ANCITAN, l'amener à l'RPT. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut partir des compétences. Parce qu'on change les gens. On a supposé que oui, parce que quelque part, ils n'ont pas été à la hauteur, parce qu'ils ne sont pas compétents. Et si c'est comme ça, si vous devez amener Paul à la place de Pierre ou Pierre à la place de Paul, il faut se rassurer que les compétences
dont il a été question pour le directeur X, vous cherchez à le dégommer. Lorsque le directeur Y doit venir, il faut que vous vous rassuriez que ses compétences sont là. Sinon, je pense que c'est vraiment pour habiller Saint-Pierre. D'autant plus qu'il y a ces directeurs qui ont été nommés, je pense qu'il n'y a même pas 3 mois. Et lorsqu'on parle de gestion pour voir est-ce qu'il a bien géré, on ne peut pas nommer quelqu'un 2 mois, 3 mois, pour juste dire est-ce que son résultat est bien ou bien il est mauvais. Il faut du temps quand même pour pouvoir juger quelqu'un lorsqu'il a été question de le nommer quelque part. Donc ça là, pour moi c'est vraiment un faux débat. C'est un faux débat. C'est un argument qui ne tient pas. Avec certains directeurs, ils vous diront nous sommes au mois de juillet, donc normalement le 2e trimestre de l'année, n'est-ce pas? Et jusqu'ici, il y a beaucoup de directions qui n'ont même pas pu avoir le fonctionnement de leur premier trimestre. Il y en a des directions, ça fait 5 mois, même le personnel n'est pas payé. Et il y en a qui n'ont pu décaisser que 32%, 25% de leur budget aussi, annuel. Des fonds au niveau du trésor. Et ce sont surtout les directions qui sont dans ces pareilles situations, sont plus nombreuses au niveau du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, au niveau du ministère du commerce, au niveau également du ministère de la jeunesse. C'est ça. Maintenant, comment on peut demander des comptes à des responsables qui n'ont pas d'argent pour fonctionner? Et ils n'ont pas aussi le sens. On leur demande des comptes. Et démission aussi, elle n'est pas guinéenne. Les gars, ils sont là, ils savent qu'il n'y a rien, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens de la politique, mais ils refusent de démissionner. Mais le fait déjà qu'on leur dise qu'ils sont DGA, c'est peut-être suffisant en ce type. Avec le salaire et le carburant. Bien entendu. Mais il n'y a rien qui est mis à leur disposition pour fonctionner. Ils doivent être évalués à partir du mois de juillet-août, fin août, début septembre. Mais sur quelle base? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont le dire à leur évaluateur. Aujourd'hui, les gens ont leur PTA, le plan de travail annuel, mais très malheureusement, on ne peut pas le mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas d'argent. Et avec le transfert des fonds, là où vous êtes, là-bas, Ousmane Gawal Diallo nous a dit que jamais la banque centrale, ça a compliqué. Que maintenant. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de décaissement. C'est ça aussi le problème. Il n'y a pas de financement. Et même cette évaluation des francs guinéens peut s'expliquer aussi par cela. La thésaurisation de l'argent par la banque centrale. Il y a énormément d'EPA aujourd'hui qui n'ont pas accès à leurs fonds. Et ce qui a compliqué... Pourtant, des fonds votés au CNT. Oui. Mais c'est quand même le grand paradoxe. Le CNT vote, on met à la disposition, on n'arrive pas à décaisser. Mais est-ce qu'on a encaissé? Oui, non, le décaissement est conditionné à des justifs. Et aujourd'hui, dans l'administration, on n'a pas cette culture, il y a aussi ça. Voilà. Non, mais je vais juste dire que... Très rapidement, puisque l'invité est déjà là, on va partir avec lui. Très rapidement, c'est que d'abord, il faut... parce qu'il y a beaucoup de confusion déjà qu'eux-mêmes ils créent, il ne faut pas que nous on rajoute. Il ne s'agit pas d'une permutation entre DG et DGA, mais il s'agit de permutation entre... Voilà, justement. Il y a cette précision. La deuxième précision, elle est à faire par rapport à la brillante, vous me payerez après, à la brillante intervention de Sanso, mais à celle-là, il faut quand même dire que l'intervention du vérificateur général, nulle part il n'a jugé de la qualité, de la pertinence, bien sûr, de la démarche du Premier ministre. Non, je ne l'ai pas dit. Non, si, vous l'avez. Non, je n'ai pas dit qu'il l'a dit. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est une question qui ça peut découler. Là aussi, c'est moi qui ai posé cette question. Ça peut relever d'une déduction. Non. Voilà. C'est moi qui ai posé cette question et c'est moi qui l'ai amené à parler de ça. Et quand il a parlé de ça, j'ai l'obligation morale d'apporter cette précision. Il a dit qu'il ne commente pas, il appartient à l'autorité qui a pris cette décision de commenter, mais ce qui reste clair, c'est que ça ne ressort pas de rapport de l'ISE. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a ce message, on dit, je confirme ce que vous venez de dire, conformément aux subventions des EPA, en tout cas au ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a des EPA depuis 6 mois, le personnel n'est pas encore payé.